En mer, la loi impose à tout marin de porter secours à un autre navire en perdition. En cas d'alerte, les préfets maritimes peuvent mobiliser tous les moyens de l'État pour organiser les sauvetages. Mais quand les conditions deviennent trop extrêmes, ils font appel aux moyens des armées. Parmi ces militaires formés au sauvetage en mer, une spécialité lie toutes les autres. Les plongeurs sauveteurs héliportés. Premiers à arriver sur les victimes, en pleine tempête, ce sont aussi eux qui accompagnent les équipes médicales ou d'intervention sur les navires au large. Comment sont formés ces spécialistes? Comment s'articulent ces opérations de sauvetage qui mêlent de plus en plus d'acteurs? On a encore du boulot. Embarquement avec les plongeurs sauveteurs de la Défense. En face de Toulon, l'école de plongée de la Marine nationale. Porte d'entrée des nageurs de combat, des plongeurs des mineurs et des plongeurs sauveteurs de l'armée. Enclenchement en position, on garde au moins 30 secondes. Au milieu des futurs plongeurs, deux aviateurs, Florentin et Guillaume. Allez, c'est parti. Leur ambition, devenir sauveteurs-plongeurs héliportés dans l'armée de l'air. Certains partent de zéro. Apprentissage intensif. En 5 semaines, ils vont apprendre les bases de la plongée professionnelle. J'ai découvert la spécialité des sauveteurs plongeurs héliportés. Parce que là, moi je viens de la restauration de l'hôtellerie. C'est vraiment un changement complet. Et puis voilà, après 4 tentatives de concours, me voilà enfin ici. Sans l'avoir vu, juste comme ça en image, c'est un métier qui me faisait rêver. Donc, depuis que j'ai découvert ce métier, je m'ennuie dans le mien. Donc voilà, je ne me voyais pas faire autre chose. Ici, chaque plongée évaluée peut être sanctionnée par un renvoi. À peine 3 semaines que les élèves sont arrivés, et déjà ils sont testés sur leur capacité à porter secours à un plongeur en détresse. En fait, on apprend un truc un jour, le lendemain, ils considèrent qu'on sait le faire, ils rajoutent un nouvel exercice, et le surlendemain, on est évalué. À la pression de l'évaluation s'ajoute celle du danger. Changement de pression soudain ou intolérance physiologique peuvent engendrer toutes sortes d'accidents. Guillaume amorce sa remontée à vitesse maîtrisée. Il doit remonter son binôme en dosant le gonflage de son gilet et s'assurer que même inanimé, il respire convenablement dans son détendeur. Dans le stage voisin, un plongeur a réellement perdu connaissance. Accident de plongée, accident de plongée. Plus tard, un élève du cours de Guillaume fait un malaise. Passé par le caisson de décompression, il ne pourra pas participer à la plongée du lendemain. Pour lui, le stage s'arrête là. Le cours est exigeant, 30% des élèves le quittent sur un échec. Moyen sur la première, un peu mieux sur la deuxième. On n'a pas eu le temps de faire la troisième, on a demandé de sortir. On verra, on va voir. J'attends le verdict de l'instructeur. Force est de constater, il y a vraiment une évolution évidente. À continuer, à confirmer, parce que c'est jamais gagné. Et puis normalement ça devrait aller au bout. Après c'est de la plongée professionnelle. Si c'était facile, ça saurait. Pendant 5 semaines, cours théoriques et exercices pratiques s'enchaînent au rythme de contrôle quasi quotidien. N'inscrivez rien sur les énoncés. Sur les épaules de Florentin, Guillaume et Charles, la pression pèse un peu plus lourd. À la différence de la marine ou de l'armée de terre, l'armée de l'air ne laisse à ses futurs sauveteurs qu'une seule chance. En cas d'échec, ils ne pourront pas se représenter. Quasiment tous les jours, on a une interro différente. On aura encore la semaine prochaine. Généralement, on fait un ou deux cours, une interro, un ou deux cours, une interro. Donc ouais, ça en fait pas mal. Le soir, on révise, tous les soirs, on doit réviser. Et après, on a aussi quelques plongées de nuit. Par exemple, là, c'est quand c'est jeudi. Jeudi, à cette heure-là, on sera encore dans l'eau. On va refaire une plongée de nuit. 20h30 quasiment, là. Une petite heure à réviser les autres cours. Et puis après, on va s'écrouler sur le lit, quoi. Plus qu'une semaine à tenir pour nos élèves. S'ils y parviennent, nous les retrouverons pour leur premier saut depuis un hélicoptère. D'ici là, ils devront apprendre à gérer la pression et le manque de sommeil. À la pointe de la Bretagne, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Okay, copy. What is your maximum draught? Ces militaires de la Marine nationale, sous les ordres du préfet maritime, régulent toute la circulation des navires dans le rail d'Ouessant. Sur cette autoroute maritime qui contourne les récifs bretons, circulent chaque jour 120 navires. Chaque année, près d'1,5 million de passagers.
qu'on craint le plus, c'est l'échouement d'un navire qui serait désemparé. Ce sont des navires qui, effectivement, en quelques heures, alors plus de 10 heures, hein, mais peuvent se retrouver à la côte. Il faut réagir vite de manière à limiter au maximum le risque d'échouement. En cas d'alerte, c'est aussi le CROSS qui organise le sauvetage. En recoupant les indices et en calculant les dérives, ce sont eux qui orientent les recherches et définissent les moyens. Cette zone de recherche, on va l'associer à un hélicoptère. Et là-dessus, on va créer un ratissage par secteur. On rechercherait sur un cercle centré à tel point, tel rayon centré sur tel point. On recherche un homme à la mer, telle caractéristique, etc. Le CROSS peut mobiliser tous les moyens de l'État. Si les canaux de la SNSM réalisent la moitié des 1000 interventions annuelles, lorsque les conditions deviennent extrêmes, il fait appel à l'armée. Bonsoir. Ouais, l'OPO, le message vient de tomber, vous êtes à 1 heure à partir. Sur la base de Landvogt-Poulmic, la flottille 33F et ses hélicoptères sont spécialisés dans le sauvetage en mer. Quand la tempête gronde, de jour comme de nuit, un équipage doit pouvoir décoller en moins d'1 heure. La base abrite aussi le centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de l'aéronautique navale. Encadrés par les plongeurs, tous les militaires qui volent au-dessus de la mer passent par ce simulateur pour apprendre à réagir en cas de crash. Ici, toutes les conditions sont simulables. Loïc est un ancien plongeur de la 35F, 36 personnes sauvées en 12 ans. Là, tu vois, il y a du bruit, donc t'entends plus le cross déclencher. Ici, il forme un futur sauveteur au treuillage hélicoptère. Viens bien sur le pont. Nous allons simuler le travail sur un bateau. Une fois que tous ces gestes-là seront mécanisés, arriver sur le bateau, ce sera un petit peu moins compliqué. Dans une houle formée, 1 mètre, 10 mètres plus, il y a cette hauteur qui va changer. Il va falloir mettre plus de câbles, plus les mouvements de l'hélicoptère qui essayent de suivre le bateau. Donc tout ce câble-là, il va bouger. Et s'il fait un tour autour d'une main, autour de la tête ou de quoi que ce soit, ça devient très très dangereux. Donc il faut gérer cet élément-là aussi. La technique et les éléments ne sont pas les seuls facteurs à gérer. Premier arrivé sur la victime, le plongeur est aussi le premier confronté à la détresse humaine, à l'urgence de la situation. La première intervention, c'était une jeune fille décédée. Ça laisse toujours des traces. Après, chaque intervention est différente. Ça peut être des gens paniqués qui vont peut-être essayer de nous sauter dessus parce qu'ils veulent qu'on les sauve. Assez souvent des marins pêcheurs aussi, donc des gens potentiellement qu'on peut côtoyer après quand on est dans le coin. Donc la difficulté, c'est de réussir à poser le plongeur sur le bateau pour qu'ensuite il puisse gêner l'équipe médicale ou le matériel ou récupérer les personnes en danger pour les sortir du bateau. Le plongeur est le dernier maillon de la chaîne. Il doit en permanence communiquer avec l'équipage de l'hélico. Le sauvetage est un travail d'équipe. C'est ce qu'apprennent désormais Florentin et Guillaume. Ils ont validé leur stage de plongée avec la marine. Nous les retrouvons dans le maquis corse. La machine va arriver, vous n'allez pas être prêts. Là, ils sont en train de faire tout simplement leur préparation. Et ils ont un temps limite pour le préparer. L'hélico fait une pattern, ils doivent être prêts quand l'hélico revienne. Et là, l'hélico vient de les contacter, ils ne répondent pas. Voilà. Quand on travaille avec un hélicoptère, ça n'a rien à voir avec le secours routier. La machine, elle ne vole pas éternellement. Donc, il faut toujours prendre en compte le potentiel que l'on a de temps et s'adapter par rapport à ça. Puma de plongeur. Oui, on sera prêt. C'est assez stressant, ça fait du bruit, ça souffle, on en prend plein la tête. Que ce soit sur terre, on prend des branches, des feuilles, et dans l'eau, ça fouette énormément. Après, pour parler, c'est par signe. Hein. On a appris en cours à discuter avec le mécanicien treuilliste, parce qu'il n'y a que lui qui nous voit, les pilotes ne nous voient pas. Donc on discute par signe avec lui, et lui transmet l'information avec son micro au pilote pour monter, descendre, aller à gauche, aller à droite. Voilà. On fait la relation, nous, entre ce qui se passe au sol et en l'air, et le treuilliste envoie au pilote. Vous faites des gestes, mais vous êtes claqué dans les fourrés et vous faites des petits trucs comme ça. Dans votre tête, vous avez l'impression que vous faisiez ça. Ouais. Alors vous étiez là. C'était un petit bourré. D'accord. On fait des bons signes et on regarde. Ok? Il faut que d'en bas, ils voient que c'est vraiment un signe. Pilote, treuilliste, mécanicien, l'entente doit être parfaite. En opération, l'escadron d'hélicoptères 144 de la base de Solenzara assure la récupération des pilotes crashés. Mais sur l'île, c'est un maillon essentiel de l'action de l'État en mer.
Donc on est en position d'attente dans la machine. Donc, le temps et l'élongation sont des données capitales. Lorsque la situation le permet, l'armée de l'air emploie une technique spécifique, le drop. Vous allez sauter. En fait, on va sauter, on va gagner du temps par rapport à un treuillage. On va arriver rapidement sur la victime. Dès qu'elle va nous voir, elle va déjà commencer à se relâcher. Donc c'est pour ça, on travaille à deux. Il y en a un qui va sur la victime, qui va la rassurer, et l'autre va s'occuper de la remonter en civière. Pour être efficace, la manœuvre doit être extrêmement précise. Inconvénient de la méthode, il faut ensuite que les plongeurs parviennent à récupérer le câble, sous peine d'être perdus en mer. Pour cette raison, la Marine nationale n'emploie pas le dropping. Lorsque le plongeur est seul à l'eau, le lien avec l'hélicoptère n'est jamais rompu. Bah là, il a bien travaillé, ça faisait 1 mois qu'il n'avait pas treuillé. Tout à l'heure, on va le débriefer. Et on va lui expliquer où sont ses erreurs, ce qu'il a bien fait aussi, pour pouvoir enchaîner et puis progresser dans la formation. Loïc connaît l'importance de maîtriser cette manœuvre. En janvier 2016, avec les plongeurs sauveteurs héliportés de la Marine nationale, il a participé à l'une des plus grosses opérations de sauvetage de ces dernières années. Nous avons été déclenchés pour amener des experts vers la zone du Modern Express pour qu'ils puissent justement prendre toutes les informations et voir la faisabilité du remorquage. Le 26 janvier, le Modern Express, un transporteur de 160 mètres de long et 10 500 tonnes, lance un appel de détresse. On va vous transmettre les nouveaux éléments. Le navire a basculé. Presque retourné, il est ingouvernable. Son équipage a été élitreillé par la marine espagnole. Hors de contrôle, il menace de s'échouer sur les côtes françaises avec 300 tonnes de fioul dans ses cuves. Il y avait un risque de pollution avérée. On était pressé par le temps parce que l'épave, due au vent, dérivait vers la côte. Donc la fenêtre, on va dire, qui nous était impartie, était très petite, quoi. Dès le 28 janvier, pour prêter main forte au remorqueur envoyé par l'armateur, la préfecture maritime mobilise sur place le remorqueur Abeille Bourbon et l'Argonaut de son navire anti-pollution. Mais à 350 km des côtes, dans des creux de 8 mètres, seuls les caïmans de la 33F ont l'élongation pour mener à bien les opérations. La difficulté pour nous, c'était le temps de travail sur zone. Nous avions un peu moins d'une demi-heure sur zone. Régulièrement, il y avait des paquets de mer qui passaient sur la plage arrière. Il faut s'accrocher, il faut faire attention à ce que le matériel ne parte pas emporté par la mer. Et gérer aussi la sécurité du personnel qu'on a descendu, justement, à les aider à tenir debout et à les renvoyer vers les zones où ils sont en sécurité. Depuis la frégate Primoguet ou depuis la côte, plus de 30 treuillages en 4 jours pour équiper le pont du navire, comme on équipe une paroi d'escalade. Le bateau roulait entre 45 et 60 degrés, voire des fois plus. Donc c'est vrai que c'était quand même impressionnant. On se demande s'il va rester comme ça ou s'il va continuer à se retourner. Donc on n'est pas très serein non plus, quoi. En mer, la tempête atteint force 6. Le premier câble posé par l'équipe explose sous les tractions des forces entre le navire de 10 000 tonnes et le remorqueur. Pris par le courant, le Modern Express n'est plus qu'à 50 km des côtes. Le 1er février, la préfecture maritime profite d'un semblant d'accalmie pour lancer l'opération de la dernière chance. Sur le bateau, on perdait un petit peu les repères. Le pont et les cloisons étaient vraiment à 45 degrés. Et quand on voyait l'hélico, on avait l'impression qu'il treuillait vraiment penché, quoi. Donc, Guidés par les plongeurs hélicos, en 2 heures, les experts parviennent à poser une ligne d'un plus gros calibre. Le Modern Express sera remorqué jusqu'au port de Bilbao. Il n'était plus qu'à 44 km des côtes. Pendant 4 jours, hélicoptères et plongeurs de la Marine nationale auront permis à toutes les unités civiles et militaires de travailler ensemble sur le terrain. Bientôt, Florentin et Guillaume rejoindront leur rang. Trait d'union dans un modèle où la coordination entre les services est devenue la règle depuis les années 70. Un modèle de coopération aujourd'hui repris en matière d'antiterrorisme ou pour lutter contre les catastrophes naturelles, unis pour sauver.